Et bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier épisode de 2024 de Y'a pas que la data, toujours en compagnie, de mon acolyte, Thomas, data engineer, data scientist. Lors du tout premier épisode de Y'a pas que la data, notre invité c'était Charlotte Ledoux, qu'on salue au passage, et on lui posait la question de l'apport de l'IA sur les problématiques, environnementales. Pour aujourd'hui, pour discuter avec nous, on a le plaisir d'accueillir Sabrine Bendimerad, Senior AI Engineer chez SOR, qui est un fournisseur d'eau potable en France et à l'international assez connu, et gestion aussi des eaux usées pour les industries, les collectivités. Donc on est typiquement dans cette industrie et cette verticale autour des ressources, de l'environnement, etc. Son parcours a été marqué par 6 ans en tant qu'AI engineer chez EDF. Elle a aussi un rôle d'enseignante à Paris Descartes et celui d'ambassadeur de Google Women Techmakers. Bonjour Thomas et bonjour Sabrine. Enchanté. Bonjour Pierre, bonjour Thomas, enchanté. Salut Sabrine. Je vais laisser ça va être Thomas qui va démarrer ce podcast et on va rentrer dans le vif du sujet avec la thématique de l'IA et le secteur de l'énergie. Bon, alors je me lance. La question, elle est assez récurrente chez nous. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'intelligence artificielle et qu'est-ce que c'est qu'un AI engineer? Ok, donc peut-être que en fait je vais pas redéfinir l'intelligence artificielle, mais il y a une définition que j'aime bien et à laquelle je suis assez attachée. C'est une vieille définition de l'IA. C'est une définition qui a été utilisée dans les années 50, je crois, par John McCarthy, qui est un peu le pionnier de l'intelligence artificielle. Il dit la chose suivante, il dit que l'intelligence artificielle est la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont pour l'instant accomplies par des êtres humains et qui demandent une certaine intelligence. Pourquoi j'aime bien cette définition? J'aime bien l'expression construction de programmes informatiques. Je trouve que c'est une approche qui souligne vraiment la partie outil de l'IA et non une entité un peu autonome comme on peut, enfin aujourd'hui avec toute la hype autour de l'IA, on entend souvent dire une IA qui a fait ci, une IA qui a fait ça, une IA qui a gagné au poker, etc. Et je trouve que ça déshumanise un petit peu la définition de l'intelligence artificielle. Donc j'aime bien toujours remettre l'intelligence artificielle, la ramener vers le champ de l'ingénierie et de la science, et pour dire que finalement c'est un programme informatique qui est écrit par un être humain et qui est capable de modéliser des phénomènes différents. Donc on n'arrive pas, on n'appuie pas sur un bouton et puis on a un programme autonome qui va se comporter sans aucune restriction et qui peut être dangereux. Je trouve cette définition intéressante dans le sens où on dit, OK, c'est un programme informatique qui est intelligent, qui peut réaliser des tâches qui ont été réalisées jusque-là par l'être humain, mais qui est créé par un être humain. Donc j'aime bien cette petite subtilité de dire toujours un algorithme d'IA ou un programme informatique basé sur une IA. Et peut-être que j'enchaîne un petit peu avec la suite de ta question qui est qu'est-ce que c'est un AI engineer? Et j'adore cette question parce que j'ai remarqué ces dernières années, c'est vrai que il y a beaucoup de métiers qui ont émergé autour de l'IA. Il y a beaucoup de métiers autour de la data et parfois, juste en fonction des entreprises, parfois même au sein d'une même entreprise, on peut avoir des définitions assez différentes. Je pense qu'on s'est un peu aligné ces 2 dernières années ou peut-être même cette année sur le métier de AI engineer. Aujourd'hui, l'AI engineer est une personne qui saura mettre en place des modèles, donc des modèles de machine learning, des modèles de deep learning, qui maîtrise aussi toute la partie statistique, probabilité et mathématiques appliquées, et qui produit du code à côté et qui sait industrialiser, c'est-à-dire faire en sorte que l'outil que je vais produire, qui est une combinaison entre des mathématiques et de l'informatique, puisse être utilisé par d'autres personnes. Donc aujourd'hui, le métier de AI engineer, ça, ça englobe la partie data science et ça englobe un petit peu la partie métier parce qu'il faut comprendre justement quelle problématique on est en train de résoudre,
plus la partie data engineering, parce qu'une fois que j'ai créé mon modèle et que j'ai compris la problématique, il faudrait que je fasse en sorte que des utilisateurs puissent y accéder et l'utiliser. OK, c'est intéressant parce que déjà tu remets la place de l'homme au sein de la technologie sur la première partie et la deuxième partie effectivement, c'est tout à fait compréhensible puisque aujourd'hui, il y a un vrai besoin métier qui doit s'appliquer à des problématiques de data science pour bien comprendre les besoins et répondre aux enjeux, actuels. Je vais un peu passer du coq à l'âne pour la suite. On est toujours connecté à l'environnement, au secteur de l'environnement, mais en quoi l'IA, il peut impacter nos problématiques environnementales pour les prochaines années? Je me permets de poser cette question, puisque notre premier épisode de podcast, c'était avec Charlotte Ledoux sur la data gouvernance, mais qui posait à la fin de l'épisode une question vraiment très corrélée à ce que tu fais actuellement. Mmh. Et en fait, je vais te dire que je pense très honnêtement que l'avenir de l'IA, je vais aborder 2 aspects mais je pense que l'avenir de l'IA, dans le domaine de l'environnement, se situe aussi beaucoup dans son passé. Pourquoi je dis ça? Parce que le domaine du climat et de l'environnement, donc moi je suis pas experte, je suis pas climatologue, mais en tout cas c'est un des domaines où l'on génère le plus de données grâce aux modèles physiques et météorologiques qui sont en place. Donc déjà, historiquement, ce sont des domaines où on génère beaucoup de données. Aujourd'hui, en plus de ces données qui sont générées par ces modèles physiques, on a toutes les données qui sont issues d'images satellites, des données qui sont issues de capteurs qui sont posés sur le terrain. Et donc, je pense que on va avoir justement l'IA va nous aider à comprendre ces problématiques complexes, donc va nous proposer une autre façon, une autre façon de comprendre les enjeux qui sont liés à l'environnement. Il y a déjà des choses qui se font, hein. Il y a déjà des choses qui se font autour des sujets autour de la prédiction de phénomènes naturels, autour de l'optimisation des ressources qu'on utilise. Donc, il y a déjà beaucoup de choses. Le second aspect, c'est que moi, j'ai envie de dire, OK, l'impact de l'IA sur l'environnement, là, on a parlé un peu d'impact positif et le fait que l'IA est un outil supplémentaire. Donc, ça va pas nous aider à complètement résoudre les problèmes environnementaux, mais c'est un outil supplémentaire. Le deuxième aspect, peut-être, c'est l'aspect qu'on maîtrise aujourd'hui un peu moins ou sur lequel on a le moins de visibilité, c'est OK, on met des modèles d'IA pour nous aider, mais à quel prix? C'est-à-dire l'impact carbone aujourd'hui de l'IA, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Je dis ça dans le sens pareil, c'est pas notre expertise, mais il y a des études qui se font. La dernière fois, j'avais regardé une étude qui a été faite par l'Université de Californie et qui disait qu'une IA, typiquement ChatGPT, là, c'était une étude sur ChatGPT, émet entre 130 à 1500 fois moins de CO2 pour rédiger un texte, contrairement à un être humain qui va aller sur Word, qui va écrire son texte, enregistrer plusieurs versions, supprimer, etc. Donc, on estime que l'IA, OK, va mettre entre 130 à 1500 fois moins de CO2, sauf qu'à côté, on a des études qui vont dire le contraire. Et aujourd'hui, on a une variabilité de résultats qui souligne justement la complexité de ce sujet. Donc, OK pour dire que l'IA va nous aider, va être un outil supplémentaire pour comprendre des modèles autour de l'environnement et du climat qui sont assez complexes, mais à quel prix? Il faudrait qu'on garde toujours en perspective cette vision de quel impact et est-ce que en fait finalement ce que va nous apporter l'IA sera plus intéressant que l'impact et les émissions carbone des modèles d'IA. Ouais, c'est intéressant. Du coup, ça me fait un peu rebondir sur le fait que pour toi, est-ce que tu considères l'IA plutôt comme un centre de coût ou création de valeur finalement dans l'entreprise? Après, bon, tu vas prêcher pour ta paroisse aussi, hein, mais... Et maintenant, tu vois, je dirais que ça peut être les 2 en même temps, ça peut être aussi l'une ou l'autre. Heu, il y a alors évidemment, il y a des coûts de mise en place de projets d'IA. Et je dirais déjà les premiers coûts, donc les coûts de mise en place, les coûts de maintenance, peut-être de dépendance technologique à certains outils. J'ai envie de dire que c'est des coûts qui sont communs à tout projet informatique.
Là où il y a un coût supplémentaire dans l'IA, en tout cas le coût que moi je vois supplémentaire dans l'IA, c'est la partie ressources de calcul. C'est qu'on va utiliser des modèles qui vont être vachement consommateurs de ressources. Donc, il y a cette partie ressources qui va être différente des projets informatiques un petit peu classiques. Et d'un autre côté, je ne peux pas parler de création de valeur si je ne parle pas d'industrialisation. Donc, si j'ai une équipe de, je sais pas, une vingtaine de data scientists et de AI engineers et qu'on teste de super modèles sur nos machines ou sur le cloud ou peu importe l'environnement et que personne les utilise et qu'ils ne sont pas mis à l'échelle, on ne peut pas parler de création de valeur. Pour moi, la création de valeur, c'est juste la suite de l'industrialisation qui pour moi, c'est la mise à l'échelle et la mise à disposition. Donc, mise à et surtout et évidemment l'adoption. Donc, mettre à disposition son outil, le mettre à l'échelle pour qu'il puisse être utilisé et surtout faire en sorte que les gens le trouvent utile. Et ça, c'est toute la partie adoption de l'IA. Donc, elle peut être les deux, mais elle n'est création de valeur que si j'arrive à industrialiser mes projets. C'est vraiment un sujet qui est récurrent, l'accompagnement vers le changement. C'est ce qui semble être nécessaire à tous les épisodes qu'on fait, qu'on a créés. On parle de l'accompagnement au changement. Euh, Aujourd'hui, l'intelligence artificielle dans ce domaine, celui des ressources, donc SOR, Veolia, EDF, de façon générale, est-ce qu'elle a déjà fait ses preuves de façon concrète? Est-ce qu'on a eu des, pas spécialement financièrement, mais des retours sur cet investissement? Mm. Je trouve cette question très intéressante et je trouve c'est vrai que c'est assez étonnant parce que quand on parle d'IA, on parle aujourd'hui de beaucoup de choses qui sont en lien avec la Gen AI, des sujets un peu hype. Il y a quelques années, on parlait beaucoup de transformers et puis juste avant, on parlait beaucoup de moteurs de recommandation des géants de la tech. Donc il y a toujours eu des sujets un peu qui sont un peu trendy dans l'IA. Et par contre, je trouve qu'on ne parle pas assez d'industrie parce que ça fait moins rêver et du coup, on a tendance à penser que est-ce que l'IA a sa place dans les industries de l'énergie, de l'eau, etc. Est-ce qu'on en fait réellement? Moi, j'ai envie de dire que oui. Et ça, en fait, les entreprises enfin, les entreprises industrielles globalement en France ont pris un peu ce move depuis quelques années. On a entendu parler je pense, à partir de 2016-2017, de tout ce qui est Digital Factories. Total a créé sa Digital Factory, EDF a créé sa Digital Factory, Veolia, Suez, SOR, enfin, toutes les entreprises ont commencé à créer ce qu'on appelle une Digital Factory ou un Data Lab, parce qu'elles ont compris qu'il y a un vrai levier, que la data, c'est un vrai levier pour optimiser les process et que l'IA, c'est un outil. Donc, il y a des sujets qui existent et qui sont là depuis quelques années. Dans le domaine de l'énergie, on a des choses sur l'ajustement automatique, par exemple chez EDF, des choses sur l'ajustement automatique de l'offre et de la demande en temps réel. On a des choses sur l'optimisation de la production. Il y a des sujets un peu plus récents sur des outils d'intelligence artificielle qui vont nous permettre d'intégrer tout ce qui est énergie renouvelable d'une façon optimale. Donc il y a plusieurs choses dans l'industrie de Oui, je l'énergie. vais reprendre. Et justement, j'ai l'impression dans ce que tu dis que, il faut, pouvoir, séparer ou en tout cas, bien comprendre qu'il y a d'une partie, les generative AI, la Gen AI, et tous les développements récents autour des LLM, et des choses comme ça. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle l'AI et l'IA, j'ai envie de dire pas traditionnel, mais plus standard, entre guillemets, plus éprouvé, qui existe déjà depuis un bon moment, celle à laquelle tu fais référence, en fait, dans laquelle il peut y avoir, et ça, là, ça va être un peu toi la spécialiste, mais voilà, tout ce qui va être série temporelle et des choses comme ça. Et est-ce que effectivement, c'est plus des outils, des algos, des heuristiques comme ça que vous utilisez dans le domaine de l'industrie plutôt que la GenAI aujourd'hui, en fait, finalement? Oui, alors la Gen AI, c'est vrai que donc c'est quelque chose qui a fait ses preuves et qui continue à faire ses preuves. Il faut pas oublier aussi que ça a fait ses preuves beaucoup sur des données de type image et de type texte aussi. Dans l'industrie, on a de l'image, mais effectivement, la base de l'industrie, c'est un petit peu les données séries temporelles.
Donc les données séries temporelles, c'est des données qui vont être récoltées grâce aux processus qui sont dans les usines, donc des capteurs. C'est un type de données particulière et effectivement, c'est un type de données sur lesquelles les méthodes plus classiques de machine learning, de deep learning, ont déjà fait leurs preuves, ont continué à faire leurs preuves. Et peut-être deuxième point de la problématique de Gen AI, c'est l'interprétabilité. C'est l'interprétabilité et le fait que il faut pas utiliser des boîtes noires dans des entreprises qui, de base, ne sont pas des entreprises de tech. Donc, il y a quand même une culture tech qui a commencé à se développer ces dernières années, mais ce n'est pas le cœur de métier. La problématique de la Gen AI, c'est de travailler la confiance et l'interprétabilité des modèles. Sachant que, enfin, aujourd'hui, la plupart des entreprises qui utilisent la Gen AI, c'est soit via des API, soit via des modèles qui sont déjà entraînés. Donc, malgré tout, il y a une partie qui va être boîte noire et qui va être compliquée à mettre en œuvre dans l'industrie. On ne peut pas trop se permettre aussi parce qu'il y a des systèmes critiques, en fait, aussi. Donc, du coup, si tu as des algos et des boîtes noires qui sont non déterministes ou, bah tiens, je sais pas, si on décidait que l'algo de GenAI de la production électrique va renvoyer 12, et puis l'appel d'après, il va renvoyer 123. Parce que, et puis peut-être encore l'appel d'après, il va faire une hallucination, en fait. C'est pas un outil qui est vraiment complètement fait pour. Thomas, tu voulais rebondir là-dessus? Je voulais rebondir là-dessus, mais aussi de façon générale, c'est vrai que dans l'industrie, le sujet principal, c'est les séries temporelles, j'ai bien l'impression. Effectivement, il y a le Gen AI qui doit arriver aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle un peu plus tard des sujets d'IoT, mais aujourd'hui, donc tu l'as expliqué un petit peu avec l'intelligibilité des modèles, le côté boîte noire. C'est quoi les plus grands défis pour une industrie en tant que telle face à l'industrialisation? Et si tu en as des conseils pour passer un peu de ce POC, de cette, là, au moment où on éprouve une solution à l'industrialisation et donc l'utilisation par l'ensemble d'une entreprise ou au moins partie de l'entreprise, que ça soit en tech, dans l'humain ou en organisationnel. Oui, donc pour commencer avec ta première question, donc un peu les challenges de l'industrialisation dans l'industrie pour le coup, c'est aussi alors évidemment on fait face à des données particulières, donc il y a tu sais, toute cette partie de gestion de données volumineuses, complexes et assez hétérogènes. Il y a la partie intégrité et qualité de la donnée, parce qu'il faut savoir que finalement, la donnée, plus on en reçoit, plus on a des sujets sur l'intégrité et la qualité. Si on est dans un département, je sais pas, si on fait de l'IA pour le marketing et on doit, je sais pas, par exemple, entraîner un modèle avec des données qu'on reçoit tous les 6 mois, alors qu'on doit faire un modèle pour prédire toutes les 15 minutes, les enjeux sont complètement différents. Ça veut dire que la fenêtre de tir pour rectifier, elle est beaucoup plus courte. Donc il y a toute une question, tout un challenge sur la qualité et l'intégrité des données, un challenge sur l'analyse en temps réel, parce qu'une fois que j'ai reçu ces données, il faudrait justement, dans cette petite fenêtre de temps, que je puisse analyser leur intégrité, les corriger, pouvoir ensuite les utiliser dans ma modélisation et les mettre à disposition. Donc il y a plein de challenges, il y a beaucoup de challenges dans l'industrialisation de modèles avec des données qui sont avec ce type de données. Et ensuite, si je devais donner des conseils, tu m'as dit conseil tech, conseil plutôt humain et organisationnel, c'est ça? Tout à fait. C'est quand Alors, même la question à 1 milliard d'euros, hein. oui, j'avoue là. Je vais donner des conseils donc alors sur la partie, sur la partie peut-être, organisationnelle, j'ai commencé par ça. Je pense que on ne peut pas industrialiser si on n'a pas une équipe avec des compétences variées. C'est-à-dire si j'ai que des AI engineers et que des data scientists, je peux essayer d'industrialiser, mais ça va être compliqué. Donc, pour industrialiser, déjà, je dois avoir des compétences variées. Quand je dis compétences variées, donc des personnes qui vont s'occuper de la partie modélisation, des personnes qui vont s'occuper de la partie infrastructure, qu'on néglige assez souvent, pour avoir vu ça, et ensuite des personnes qui vont s'occuper de toute la partie data engineering, workflow, intégration de données, etc. Peut-être que en fonction de comment dire de l'organisation des boîtes, peut-être que
que quelques personnes qui maîtrisent la data science peuvent réussir à un moment à industrialiser quelque chose, mais ça va être compliqué. Donc pour moi, en termes d'organisation, Ouais, c'est pas garanti, ouais. C'est pas leur métier de base, en fait. Toi, tu exactement, suggères plutôt une des feature teams ou des squads ou avec des équipes hybrides où chacun a son métier, du front-end, au back-end, à l'infra, à la modélisation, à la gestion et à l'organisation de projets, en exactement. mode Scrum, et cetera. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises j'ai encore eu un échange hier avec une très, très grosse boîte où ils me disaient, «Non, non, mais on va arrêter, la machine à POC». Parce qu'en fait, dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, il y a pas mal de projets IA ou Gen AI ou les 2 et Mmh. cetera qui restent souvent à l'état de POC. Tu as peut-être aussi, juste fait une petite incartade là-dessus, mais tu l'as peut-être vécu dans les boîtes où tu as été aussi, dans une moindre mesure aussi, hein, et il y a pas de c'est pas Non, non, péjoratif, hein, non. oui. Mais en fait, mais effectivement, il y a quelques années, justement, c'était: «Allez, on recrute des data scientists» et toutes les entreprises ont commencé à chercher des data scientists. Alors que la data était pas prête La déjà. data n'était pas prête, les workflows de données n'étaient pas prêts, les métiers n'étaient pas sensibilisés, donc il y a eu cette période où on a fait beaucoup de modèles, mais en fait, les modèles n'ont jamais été utilisés. Et Heu, puis une désillusion parce qu'on se disait: «Ben, on c'est embauche des ça. data scientists, pourquoi on fait pas de l'IA?» Voilà, en fait, il y avait rien qui était prêt, à l'époque. Exactement et tu vois, ça rejoint du coup mon conseil numéro 2, c'est, OK, une fois qu'on a une équipe, c'est essayer de passer vite de la phase de POC justement à la phase de MVP, de premier produit qui fonctionne. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'avoir des retours assez rapides, ça va nous permettre de rectifier, ça va nous permettre aussi de savoir si ça prend. Est-ce que c'est vraiment utilisé? Est-ce que c'est utile? Donc vraiment essayer de passer assez rapidement d'une phase de POC ou d'une phase exploratoire à une phase de MVP et de faire cette partie-là en comment dire? En fait, de la co-créer avec les métiers. C'est important. Donc vraiment embarquer pas simplement la tech, pas simplement et cetera, mais embarquer toute l'entreprise et toutes les parties prenantes, c'est ça, ton conseil? Exactement, tout à fait. C'est ça, en fait, s'assurer de l'alignement avec les objectifs de l'entreprise parce que je pense que tout le monde le sait, si c'est pas aligné avec les objectifs, personne ne va utiliser nos outils parce que ça ne va pas être la priorité. Donc si c'est pas aligné, si l'entreprise ne donne pas une vision, claire qui dit qu'aujourd'hui l'IA fait partie de nos outils d'aide à la décision et d'amélioration des process, personne ne va utiliser l'IA. Donc déjà, faire en sorte de rester aligné avec les objectifs, co-créer avec les métiers pour être sûr de l'utilité parce que c'est c'est cool en fait de faire ces petits modèles, de son côté et de s'amuser techniquement, c'est super, mais en fait, si c'est pas utilisé derrière, c'est pas très ut c'est enfin, je veux dire, c'est pas très utile. Donc équipe avec des compétences différentes, organisation, co-créer et faire le maximum d'automatisation dès le début. C'est-à-dire, quand je dis automatisation, je parle beaucoup de je vais parler vraiment de la partie acquisition de données. Comme tu le disais Pierre, c'est je vais pas faire mes modèles alors que, j'ai pas un flow, j'ai pas un workflow qui me ramène les données au quotidien ou, au pas de 15 minutes ou tous les 6 mois, ça dépend de mon modèle. Donc avoir quand même cette automatisation de données, d'acquisition de données et une infrastructure qui est disponible pour ensuite passer à la partie modélisation qui, en vrai, est juste une petite partie, du reste. Finalement, pour résumer, il faut pas que les choses soient parfaites dès la première itération, mais il faut pouvoir partager avec l'ensemble des équipes les travaux effectués pour avoir des retours et aller de l'avant finalement. C'est exactement ça, c'est très bien résumé donc essayer de faire des petits tests, des petits MVP avec des retours et rectifier au fil de l'eau jusqu'à arriver au produit final. Tu as parlé juste avant de l'acquisition des données, c'est un point très important. C'est peut-être le moment de parler un peu de l'IoT, on n'en a pas parlé jusque-là. Hem, Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est que l'IoT? Puisque par exemple, on a parlé rapidement d'EDF, Total et ce genre d'industrie. Linky, c'est un produit connu et c'est dans le segment des produits IoT et presque tous les ménages maintenant en ont un chez eux. Oui. Alors l'IoT, c'est vrai que c'est un vaste sujet. Donc juste pour rappeler, l'IoT, c'est juste
fait, c'est des objets physiques qui sont équipés de capteurs. Donc ces capteurs vont permettre d'échanger des données. On a plusieurs types de données. On a des données informatives qui vont nous donner certaines informations. On a des données d'alerte qui vont nous informer que le système, à un moment, peut rencontrer des problèmes. Et ensuite, on a des données automates ou des données déclencheurs, c'est-à-dire c'est des données dont on a besoin pour déclencher la suite d'un processus dans une usine, par exemple. Donc effectivement, alors Linky, c'est le produit, j'ai envie de dire, le produit IoT le plus connu qui a été mis en place par EDF il y a quelques années. Le chat GPT des objets connectés, c'est ça? C'est ça, exactement, c'est exactement. Tout le monde sait ce que c'est un Linky. Tout le monde, je crois, en France aujourd'hui, à plus de 95% des ménages sont équipés d'un Linky. Donc, c'est un compteur qui va enregistrer la consommation électrique des ménages en temps réel et communiquer les informations à un centre de données. Donc, l'idée derrière, c'est de permettre aux ménages de mieux maîtriser leur consommation, mais c'est aussi de permettre à EDF ou aux distributeurs Enedis de gérer la distribution de l'électricité. Donc après, je ne sais pas si on rentrera dans le détail par la suite, mais effectivement, l'IoT, tout ce qui est Internet des objets et données générées par Internet des objets viennent avec des challenges qui sont particuliers à ce type de données. Moi, j'ai une première idée là-dessus. J'espère que tout le monde se pose la question. C'est comment un petit boîtier, parce que l'IoT, en vrai, on a parlé de Linky, mais ça peut être un téléphone portable, ça peut être des écouteurs, ça peut être de l'électroménager. Comment on stocke ces données? Elles sont pas dans la machine. Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, donc ces données, justement, l'intérêt des IoT, c'est que ça peut communiquer avec d'autres systèmes informatiques. Donc ça génère des données. Euh, Plusieurs façons de stocker ces données. Alors, comment les stocker? J'ai envie de dire techniquement, aujourd'hui, déjà, avant de parler plus de régulation, techniquement, aujourd'hui, la question, elle ne se pose plus parce qu'on a un stack technique qui nous permet de stocker ce type de données. Donc, c'est des données temporelles, on sait les stocker. On a différents outils qui nous permettent de le faire soit via le cloud, soit hors cloud. Donc, la question, elle est plutôt éthique et réglementaire. C'est où est-ce que je stocke les données. Donc, d'un point de vue technique, j'ai des bases de données ou des systèmes de fichiers qui sont faits pour stocker ce type de données, mais c'est où est-ce que je stocke les données. Si je reprends par exemple le cas, le cas d'EDF, qui est le producteur d'énergie en France, EDF est un groupe qui est connu pour avoir ses propres data centers. Donc EDF, c'est le premier groupe français qui a été certifié par la FLOR pour 2 certifications énergétiques et environnementales pour ces 2 data centers. Euh, c'est un peu à contre-courant parce qu'on peut se dire oui, mais en fait, on parle de cloud tout le temps, partout aujourd'hui. Donc effectivement, on parle de cloud et je pense que le cloud a ses cas d'usage, mais certaines données sont régulées, c'est des données sensibles, stratégiques. Donc forcément, quand on parle d'EDF, on parle de production. Quand on parle de production de l'énergie, on parle de production nucléaire. Donc ce n'est pas des données qu'on peut se permettre de mettre dans le cloud. Souvent, la sécurité, elle est liée à tout ce qui est RGPD et données personnelles. Moi, j'ai envie de dire que, ok, les données personnelles, c'est un sujet. Quand on parle de données dans l'industrie, on n'arrive pas à faire le lien. Pourquoi c'est dangereux finalement? En vrai, si tu arrives à accéder à toutes les données d'une usine, c'est que tu peux créer ton jumeau numérique. En fait, tu as un jumeau numérique, tu vas comprendre tous les process qui vont se produire à l'intérieur de cette usine. Et potentiellement, s'il y a des choses qui sont déclenchées à distance automatiquement, donc tu vas avoir tout ce process-là. Donc évidemment, tu n'as pas intérêt à avoir de la concurrence et surtout, tu n'as pas intérêt à ce que ta concurrence accède à ton jumeau numérique. Donc il y a un gros sujet sur la régulation des données qui viennent de l'IoT. Du coup, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, mais c'est bien. Comme ça, mais c'est vrai que j'avais des questions par rapport au stockage de toutes ces données, à la souveraineté numérique, aux questions de confiance, aux questions stratégiques finalement. Parce que c'est à peu près la même chose aussi, corrigez-moi si je dis une bêtise, mais pour tout ce qui est données de santé aussi, par exemple, qui sont aussi hautement stratégiques, hautement sensibles, etc.
et donc qui pose des questions sur où est-ce qu'on stocke, qui a accès, comment on a accès, est-ce qu'il y a anonymisation, pseudonymisation des datas, sécurité, etc., etc., etc. Et dans la mesure où il y a maintenant, vous parliez d'IoT tout à l'heure, je vais faire un lien avec deux choses. C'est que finalement, de l'IoT, on en a, nous, en tant que particuliers, partout, dans nos ampoules connectées, nos téléphones, nos télés, partout, partout, partout. Dans toutes les devices, il y a de l'IoT. Donc, du coup, ça va aussi apporter son lot de capacités d'innovation par rapport à l'IA et la GenAI, toutes ces masses de données, côté particulier. Et puis la deuxième question, c'est la même chose, mais avec un miroir côté, cette fois, industrie et industrie 4.0 finalement, parce que c'est un peu ça aussi, la révolution des datas dans l'entreprise de partout. Et donc du côté optimisation, automatisation, prédiction, etc., etc., côté entreprise. Donc ma question elle est double finalement. Cette déferlante de data au travers de l'IoT, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises avec l'industrie 4.0, est-ce qu'elle va créer des nouvelles opportunités finalement? C'est clair que, justement, en fait, aujourd'hui, on a accès à certains cas d'usage, qu'on ne faisait pas dans le passé. Parce que ce que Tu as des exemples, toi, qui ne soient pas secret défense? je vais essayer. Mais tu vois, par exemple, toutes les données Linky, avant, en fait, il y avait juste une personne qui passait, qui prenait les Et qui index. relevait les compteurs, ouais. Ouais. Exactement, qui relevait les compteurs, tous les mois ou tous les 3 mois. Alors tu on passe de ça, donc on n'avait pas de cas d'usage justement sur l'optimisation. Bah, typiquement ça c'est un super cas d'usage. L'optimisation de la distribution finalement, c'est ça, Exactement. hein? Donc il y avait pas de cas d'usage. On pouvait optimiser peut-être en ayant des informations un petit peu terrain, en se disant: «OK, dans cette région-là, par exemple, j'ai des usines, j'alimente des professionnels, j'ai 30 de professionnels et 70 de particuliers. Donc je vais ajuster un petit peu ma distribution en fonction de ce que j'ai fait l'année dernière en hiver ou ce que j'ai fait l'année dernière en été et cetera». Donc ça, c'est un cas d'usage avant 2012 qui n'existait pas. Aujourd'hui aujourd'hui, clairement, on est dans l'utilisation de ces données-là pour optimiser la distribution et surtout, il y a aussi un sujet qui est lié à l'environnement, c'est pour faire prendre conscience aussi au consommateur qu'est-ce qu'il consomme et comment il peut ajuster sa consommation. Donc on donne aussi la main à aux consommateurs de prendre part dans cette révolution et de se dire: «OK, moi je suis conscient des enjeux climatiques, j'ai une application, qui me permet justement de suivre ma consommation et je vais essayer d'ajuster en fonction des informations qu'on me donne. Par exemple, je lance ma machine à laver le soir. Ça te permet d'avoir un retour finalement, c'est ce que tu dis aussi. C'est-à-dire que, le fait que, les industriels puissent, visionner, piloter, avoir un retour en temps réel de la data, peu importe, ça permet aussi aux usagers derrière, de l'autre côté, d'avoir aussi leur droit de regard, et d'observation de leur consommation et du coup peut-être, potentiellement aussi, changer des usages en fait. Je pense aussi à des trucs aujourd'hui, tu peux acheter, des petits capteurs IoT, que tu branches sur ton bridge de réseau Wi-Fi, personnel et qui vont faire que quand tu rentres dans une pièce, ça s'allume et dès que tu sors, ça s'éteint. Exactement, Ça avant, c'était des choses qui étaient juste impossibles par le Kidam et qui vont aussi permettre du coup, d'aller dans le sens, général d'une réduction ou en tout cas une optimisation des usages. exactement. Ça a un impact direct en fait, justement la gestion des ressources globalement, que ce soit l'eau, l'électricité, le fait de mettre en place des outils d'intelligence artificielle, qui sont basés sur de l'IoT, c'est aussi l'idée, c'est de changer les usages derrière. Il y a quelques années, personne ne disait, «Je lance ma machine à laver aujourd'hui à 22 heures ou à 23 heures». Aujourd'hui, tout le monde peut dire: «Ah non, non, en fait, moi j'ai regardé dans ma région, dans le coin où j'habite, il est plus intéressant pour moi de lancer ma machine à 22 heures, 22h30. Tout le monde connaît ce que c'est des heures pleines, des heures creuses. Et tout ça, c'est justement grâce à la révolution de ces outils numériques qui ont été développés. Et puis en plus, pour revenir sur la partie environnementale, si effectivement, si on reprend l'exemple des compteurs, s'il y a une personne qui vient en voiture ou en camion tous les mois ou tous les trimestres pour aller relever les compteurs de chaque ménage, si aujourd'hui c'est envoyé juste par un ping sur, directement bon là je prends l'exemple de EDF, je pense qu'il y a des vrais gains environnementaux
et tu ajoutes à cela un niveau de confiance, parce que là, il y a pas la fatigue de la personne qui commence à 6 heures du matin, qui finit à 18:00, qui a travaillé toute la semaine. Donc c'est vraiment tout à fait intéressant. Hem, je pense qu'on peut ouvrir une question sur aussi le rôle de la souveraineté, le niveau de confiance qu'on associe aux outils IoT. Hem, dans quelle mesure on peut faire confiance à ces objets-là? Dans quelle mesure, OK, ça crée des nouveaux cas d'usage, mais est-ce qu'on a autant confiance dans l'IoT que dans l'humain et l'expertise d'un humain? Oui, alors c'est vrai que la le Large question, hein. oui, 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 en fait, le sujet de la confiance, il est très important. Alors tout ce qui est IoT est vachement régulé en Europe. Donc c'est déjà très régulé. Il y a des réglementations européennes, il y a des réglementations aussi en France qui vont vraiment, cadrer toute l'utilisation. Il y a des indicateurs qui sont mis en place, c'est-à-dire il y a un niveau de fiabilité à partir duquel tu as le droit d'utiliser tes données IoT. Donc, tu as un niveau de fiabilité. Je donne juste un exemple. Par exemple, si tu as, je ne sais pas, 25% de trous dans tes données de ces dernières 24 heures, peut-être que tu ne peux pas proposer une optimisation d'utilisation à, aux usagers. Donc, par exemple, quand tu utilises l'application EDF qui te dit comment maîtriser ta consommation. Si il n'y a pas eu de données fiables ces 24 heures, tu vas dans ton application, on t'affiche rien, on te dit attention, pour l'instant, il y a un souci. Donc c'est quand même vachement régulé. Il y a des seuils qui vont permettre justement de dire à partir de quel moment en fait on a le droit d'utiliser ces données et à partir de quel moment on a le droit de faire confiance à ces données. Il y a une question aussi qui se pose, mais peut-être un peu plus général finalement que l'IoT. C'est juste la question de la confiance dans l'IA, même au sein des entreprises, avant même d'atteindre les utilisateurs externes et les usagers. Euh, Moi, j'ai connu l'IA quasiment dans l'industrie, dans des boîtes qui ne sont pas tech, donc dans le cœur de métier n'est pas du tout la tech. Et quand tu vas développer quelque chose, tu ne la développes pas pour la personne qui travaille, par exemple, dans le marketing ou dans la communication, qui a l'habitude des outils numériques malgré tout, qui va sur des dashboards, qui regarde des KPI, des KPI. Donc, tu vas la développer. Par exemple, si je prends le cas de SOR, donc on a un gros sujet qui est la recherche de fuite. Donc on utilise de l'intelligence artificielle pour prédire les fuites dans le réseau de distribution. Donc on va développer des outils qui vont être utilisés par des chercheurs de fuite. Les chercheurs de fuite sur le terrain, ils utilisent des méthodes assez anciennes pour retrouver les fuites. Donc, tu vas arriver avec une tablette et dire, OK, ça, c'est la carte qui va te dire où est-ce qu'aura lieu la prochaine fuite. Et la personne, elle va te dire juste, mais en fait, pourquoi la carte, elle sait qu'il y aura une prochaine fuite à cet endroit-là. Donc, en plus de la question sur les usagers, enfin, confiance l'utilisation de l'IA par les utilisateurs finaux en dehors de l'entreprise, il y a une vraie question de confiance au sein même des métiers de l'entreprise. Du coup, je saute, à pieds joints, dedans, mais ça pose une question ça, ces personnes-là ont-elles raison d'être, craintives ou suspicieuses par rapport aux intelligences artificielles à Vania X? Parce que tout à l'heure, si je reviens sur ce que disait Thomas par rapport à l'IoT aussi avec Linky, avant on avait un bon, représentant EDF qui allait relever les compteurs. L'IA et la GenAI ont une capacité importante, notamment mêlée à de l'IoT, mais pas que, de pouvoir automatiser certaines tâches que faisaient les humains et de manière euh, beaucoup plus autonome que les automatisations qu'on a pu connaître dans le passé. Est-ce que les gens ont raison quand même d'avoir peur? C'est-à-dire qu'on entend toujours les gens, j'ai peur pour mon job, je vais être supprimé, je vais être effacé. On parle d'optimisation beaucoup dans la bouche des décisionnaires. Et puis on parlera peut-être de suppression de postes, on parlera peut-être de choses comme ça. Quel est ton point de vue, toi, par rapport à ça? Parce que c'est assez clivant, finalement. Et puis pour nous qui sommes au milieu dans la technique, c'est un peu clivant en mode
attends, on est en train de créer des trucs qui vont supprimer des jobs, mais de l'autre côté, on nous dit que peut-être ça va en recréer d'autres, et cetera. Donc, quel est ton point de vue par rapport à ça? À point de vue Question très dure aussi, hein. oui, oui, mais point de vue personnel, du coup, je pense que effectivement ces gens ont le droit d'avoir peur. Ont le droit d'avoir peur dans le sens où, tu vois, nous, on est des personnes qui travaillent dans la tech, il y a certaines choses qui nous échappent. On a parlé de boîtes noires parce qu'il y a des choses qu'on utilise et parfois qu'on n'arrive pas à comprendre, notamment des modèles qui sont très complexes et auxquels on accède via des API, via des modèles qui sont déjà pré-entraînés. Donc pour moi, ces personnes, ils sont complètement dans le droit, de ne pas avoir confiance, d'avoir peur. Heu, L'entreprise et les entreprises en général ont une responsabilité. C'est la responsabilité de la formation, la responsabilité de la transparence sur le fonctionnement des outils. C'est pour ça que je disais qu'on était un peu réticents à la Gen AI parce que, c'est facile d'arriver et de vulgariser le fonctionnement d'un modèle de machine learning que tu as créé ou d'un modèle de deep learning. Tu peux le faire. Mais quand tu utilises un outil que tu n'as pas créé, tu ne peux pas le vulgariser, tu ne peux pas l'expliquer. Donc il y a un problème d'interprétabilité. Je pense qu'il y a un sujet sur la formation, l'accompagnement, faire de l'idéation, de la transparence aussi. Et tout à l'heure, on a aussi parlé de co-création. On a parlé de co-création et ça me rappelle quelque chose quand j'ai rejoint SOR pour travailler justement sur ce gros projet de détection de fuite. Des premières choses qu'on avait organisées, c'était une visite sur le terrain. C'était aller discuter avec des chercheurs de fuite, passer une journée avec eux, regarder comment ils travaillent et surtout leur expliquer qu'on va mettre en place un outil d'aide à la décision. Typiquement, pour les compteurs Linky, c'est un peu différent parce qu'effectivement, aujourd'hui, ces jobs n'existent plus. Je pense que la question, clairement, je dis que les gens ont le droit d'avoir peur parce que nous, en tant que tech et même en tant que manager, la question parfois nous dépasse parce que la question, elle est plutôt RH et elle va concerner toute la partie gestion de carrière. Donc ces personnes-là, comment je peux les former? Comment je peux les accompagner, en anticiper? Évidemment, j'attends pas en fait la mise en place de l'outil. Ça se fait en amont. C'est comment je peux créer des formations, comment je peux les former pour pouvoir les garder. Donc un enjeu de reskilling, upskilling, de Exactement. formation, préalablement, donc finalement de ne pas mettre de côté, en fait, ces gens-là, parce qu'ils ont peur si on les met de côté, ils ont peur si on leur explique pas, ils ont peur si on les engage pas et si on les prend pas aussi dans ces changements-là, en Tout à fait. fait et tu vois, ils ont raison d'avoir peur parce que si toute ta vie tu as appris à justement relever des compteurs et tu ne sais faire que ça pour l'instant, si on te dit que demain on va le faire avec les compteurs, avec des compteurs connectés, effectivement, en fait, tu vas perdre ton job si tu n'as pas été préparé à un nouveau job. C'est hyper intéressant, quand tu parlais de ce que SOR fait avec la détection de fuite à des endroits précis et que tu disais que les, personnes qui travaillent dans ce domaine-là, elles te disaient quand elles regardent la tablette: «Mais pourquoi vous faites ce choix-là?» C'est tout à fait intéressant parce que finalement, eux, c'est des experts de leur métier. Ils ont une intuition qu'on n'a pas, nous, quand on fait des maths. Enfin, on a d'autres intuitions et on se rend compte que quand on parle d'intelligence artificielle, de technique, de maths, de stats, Hem, est-ce qu'on ne prend pas finalement un risque à vouloir être trop dans la technique, être trop boîte noire pardon, c'est un peu ce que tu disais auparavant, puisque au vu de ce que tu viens de dire là à l'instant, la révolution de l'intelligence artificielle au sens très, très large, est-ce qu'elle est vraiment technique ou elle est sociale via l'adoption? Je pense qu'elle est les 2 en fait et je pense que, la révolution technique et sociale, en fait, l'une ne peut pas être sans l'autre. Si on parle beaucoup technique, évidemment, qu'on va, que ça fait peur. Clairement, quand on n'est pas dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans l'IA, dans le domaine de la tech en général et des sciences, ça a tendance à faire peur. Est-ce que c'est une bonne idée de ne plus parler technique et juste de vulgariser? Je pense que non, je pense qu'il faut les 2. Je pense qu'il faut des experts pour parler technique, des experts pour justement décortiquer ces boîtes noires et expliquer ce qu'il y a à l'intérieur de façon technique, scientifique et de façon vulgarisée. Et je pense que de l'autre côté, la révolution, elle est sociale parce que ce n'est pas que aux experts techniques de parler, c'est-à-dire
qu'il faut que les régulateurs s'expriment. Il faut aujourd'hui qu'on travaille avec des sociologues, avec des gens qui sont experts de toutes les questions éthiques aussi. Donc, il y a plusieurs métiers qui font que aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne concerne pas que les personnes qui vont développer ou les personnes qui font des maths. Donc, il faut les deux. La partie technique pour décortiquer, comprendre les boîtes noires. Et justement, l'idée, c'est pas que tout le monde soit expert, mais vu que c'est une révolution sociale, l'idée, c'est que tout le monde puisse la comprendre et tout le monde puisse participer à la réguler et justement à tout ce qui est en lien avec les enjeux éthiques qui sont de plus en plus importants depuis notamment la Gen AI, depuis la mise en place de ChatGPT, parce que ChatGPT, c'est vraiment l'exemple de l'IA qui devient accessible à tout le monde. Donc avant, on avait de l'IA partout, mais on s'en rendait pas compte. Et certaines personnes qui sont loin de ce domaine ne se rendaient pas compte. Aujourd'hui, clairement, n'importe qui ouvre ChatGPT, il lui parle et écrit quelque chose, et il te dit, ah, c'est une intelligence artificielle. Donc la révolution, elle est sociale, puisqu'elle a atteint toutes les sphères de la société depuis le primaire, on utilise ChatGPT. Donc pour moi, il n'y a pas l'un sans l'autre, il faut les deux. Très intéressant, Sabrine. On pourrait en parler des heures de tout ça. Il y a des enjeux sociaux, philosophiques, éthiques dans ces transformations-là. J'espère que les entreprises, en tout cas qui nous écoutent, euh, prennent conscience de la dimension très importante du côté humain et social dans cette révolution. Parce que je pense qu'il n'y aurait rien de pire que de démarrer aussi des démarches AI et Gen AI dans des entreprises. Ça serait à mon avis aussi grave de les démarrer sans avoir un socle data solide que de les démarrer sans avoir une vision euh, et des, des barrières ou des garde-fous sociaux et éthiques dans la mise en place d'une démarche, parce que quand même une entreprise c'est un véhicule humain avant tout, et j'espère que ça le restera encore en fait, parce que c'est ça qui est bon. Donc voilà, et je voulais te poser une question subsidiaire qu'on pose toujours à nos invités et eux, parce qu'on a d'ailleurs pas mal de femmes qui viennent et c'est très très bien. Ça nous donne aussi une vision diverse de la tech et de l'IA et on en a besoin. Dieu sait qu'on en a besoin. Question que tu pourrais avoir pour le prochain speaker. Ok, donc je vais rester un petit peu dans le fil conducteur de Charlotte sur l'impact de l'IA, sur un domaine qui m'intéresse et que je connais peu, c'est l'éducation. Donc en quoi l'IA peut impacter l'éducation dans les années à venir et nos manières d'apprendre depuis le primaire jusqu'à l'âge adulte. C'est une question absolument géniale et ça nous donnera même l'occasion de rechercher, si tu nous écoutes, tu peux nous contacter, de nous rechercher un interlocuteur autour de l'éducation et de l'IA et de la tech, parce que je pense qu'il y en a, et ça va être forcément une industrie, une verticale qui va être aussi très fortement disruptée et qui, par effet de ricochet, va disrupter la société dans son ensemble. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Sabrine. Merci, un grand merci à Thomas pour ces allers-retours, ces questionnements et cette tempête de cerveau qui est le podcast. Merci beaucoup, Sabrine, pour ton point de vue, tes points de vue, tes opinions. Merci beaucoup à vous deux. Merci Pierre. Merci Pierre, merci Thomas. Merci Sabrine. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Y'a pas que la data.